impact sur les pathologies infectieuses. C'est parfait. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, merci à Paul de m'avoir invité, merci à Jacques Esquito sur la présentation, mais tu as raison, en fait, c'est vrai que ce qui est un petit peu particulier, je ne sais pas, mais c'est que moi je m'occupe d'infectiologie et aussi un peu de médecine environnementale et de médecine intégrative, et donc ça fait pas mal de liens, en fait, ma chère Natacha, il y a encore un petit truc, si tu veux bien, regarde, un petit peu le lien avec pas mal de choses qu'on a vues. Alors peut-être pour présenter ce topo, je voudrais quand même dire qu'on a passé la journée, puisque le thème c'était exposome, cancer, maladies respiratoires, à beaucoup parler de maladies respiratoires, et je voudrais faire un tout petit focus sur l'ensemble de ce que la qualité de l'air ou la pollution de l'air a sur la santé, donc quelque chose d'un petit peu plus global. Non, tu étais bien là tout à l'heure. Non. Et puis sur en fait cette notion aussi que ce serait dommage de partir de cette journée sans qu'on puisse avoir une conséquence pratique sur comment toutes ces belles données universitaires et scientifiques pourraient quand même être mises en lien avec notre vie quotidienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le pratico-pratique, parce que la science pour la science c'est bien, mais le pratico-pratique c'est mieux. Alors le petit plan qu'on va suivre ensemble, un petit point de mortalité sur la pollution de l'air, un petit point encore sur le microbiote, mais plutôt sous l'aspect infectiologique. Bien sûr, il y aura quelques redites avec ce que nous ont dit les prédécesseurs, mais c'est pas très grave. On verra donc des éléments sur les infections, sauf qu'on connaît, parce qu'on ne connaît pas encore forcément grand-chose. On parlera de prévention. Voilà, la prévention, ça m'intéresse beaucoup quand même, alors on ne pourra pas tout dire non plus, mais il y aura peut-être quelques pistes. Et puis on va faire un petit focus pour finir sur ce qui se passe au niveau de PACA et de Nice. Et puis enfin, on aura quelques take-home messages. Alors la mortalité, on en a parlé pas mal, mais je voudrais juste dire très rapidement qu'on a, grâce à des études de Santé publique France, un petit peu la notion de ce qui se passe en France, puisque sur une publication de 2021, comme vous le voyez là-haut, on sait qu'en gros, pour les deux principaux polluants, ce qui veut dire qu'il y a plein de polluants qu'on n'étudie pas, je voudrais insister aussi là-dessus, on a à peu près 47 000 décès qui sont attribuables et au PM2,5 et au NO2. Donc c'est quand même relativement important. Et je pense que ce qui est dommage, c'est de penser toujours que la pollution va vers le mieux. En fait, il y a sûrement des polluants où ça va vers le mieux, mais il y en a beaucoup qu'on n'étudie pas, notamment les COV, les hydrocarbures polycycliques, le benzène, les PUF, sur lesquels peut-être on aura des notions à déterminer ensuite. Dans le monde, on a déjà dit un petit peu que c'était responsable de 7 millions de décès, 10 à 20% de toutes les causes de mortalité. Et vous voyez que la cause numéro 1, elle n'est pas respiratoire, c'est les causes cardiovasculaires dans 68% des 7 millions de décès. Donc c'est vraiment important. Et finalement, les causes respiratoires infectieuses arrivent ensuite, et puis les cancers. Ce qui est important aussi, c'est ce petit schéma. Parce que finalement, la mortalité, c'est une chose, mais le nombre d'années de vie perdues, c'est important aussi. Or, les cancers, l'alcool, le tabac, souvent, ça atteint déjà des gens assez âgés. L'exposition aux polluants, ça peut survenir dès qu'on sort du ventre de sa maman et qu'on se balade dans la poussette, ce qui fait qu'en nombre d'années de vie perdues, la pollution de l'air, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel je voulais insister. Et puis, il y a souvent des débats aussi sur qu'est-ce qui est le plus toxique, l'air extérieur ou l'air intérieur, avec parfois des gens qui se chipotent un peu. En réalité, il y a beaucoup plus d'études qui montrent que c'est l'air extérieur. L'air intérieur peut être beaucoup plus problématique, notamment comme on l'a vu dans des endroits où on fait la cuisine sur un feu de bois, où ça peut être effectivement problématique. Et puis je voudrais dire que toutes ces études-là, récemment sur le monde, elles sont toutes récentes, vous voyez, c'est des études d'octobre 2024. Il y a eu quand même la Covid, le confinement a eu comme avantage de pouvoir nous permettre de faire quelques études sur les effets de la pollution de l'air sur la santé. Donc on va en parler de quelques-unes qui sont intéressantes. Sur la morbidité, je ne reviendrai pas sur les chiffres que Sylvie nous a donnés, notamment les nouveaux cas de maladies respiratoires chez les enfants, 12 à 20%. Mais chez les adultes, je voudrais quand même parler de toutes ces maladies non respiratoires, non cardiovasculaires, et notamment les maladies métaboliques, puisque là aussi l'obésité et le diabète sont en lien avec la pollution de l'air. Et on pense que toutes ces maladies, là, 7 à 13% des nouveaux cas de maladies métaboliques, ça représente jusqu'à 80 000 cas par an de personnes concernées en France. Donc vous voyez que c'est quand même assez considérable. Et il y a aussi des pathologies qui sont moins répertoriées, mais sur lesquelles on a de plus en plus d'éléments, et notamment les maladies mentales.
on a maintenant des éléments qui croisent schizophrénie et pollution. On a des éléments qui croisent bien sûr d'autres problèmes, la fertilité, le petit poids de naissance des bébés. Donc tout ça, c'est des éléments qui montrent l'impact vraiment global de cette pollution de l'air. Il y a des choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a des projections qui nous disent que si on arrivait à réduire en concentration de particules fines et de NO2 aux valeurs guides de l'OMS, eh bien on réduirait 75% des cas sur les PM2,5 et 50% des cas sur les NO2. Donc vous voyez, c'est considérable. Donc bien évidemment qu'il faut qu'on arrive à réduire tout ça. Ça, ce sont des données de Santé publique France de janvier 2025. Alors c'est quoi l'air extérieur? Notamment pour la ville de Nice, mais un petit peu partout, c'est les autos, c'est les bateaux, c'est les cobuages, c'est l'aviation, c'est les incinérateurs, beaucoup de deux roues en Nice comme vous le savez, et c'est les camions. C'est simplement pour resituer un petit peu ces perturbateurs. Alors comment ça marche en termes de mécanisme? Comment est-ce qu'un polluant, quand on le respire, va donner une toxicité? Alors il y a d'une part le fait que c'est effectivement la voie respiratoire la plus importante, mais ça peut être aussi la voie digestive, de temps en temps la voie cutanée, et les effets, ça va dépendre de la composition chimique, de la taille des particules, de ce qu'on fait par ailleurs de nos modes de vie, et bien sûr de la durée d'exposition. Cette diapositive, vous la connaissez sûrement parce qu'elle est assez classique, mais moi j'aime bien l'expliquer parce qu'elle montre quand même que les polluants, ils ont changé au fil du temps. Et ils sont différents aujourd'hui d'avant. Vous avez les grosses particules. C'était un petit peu ce qu'il y avait au début de l'ère industrielle, le charbon, la suie. On voit ces particules et quand on les respire, elles s'arrêtent dans les voies respiratoires ou ne descendent pas très bas. Et puis ensuite, vous avez des particules fines, très fines, et surtout maintenant les nouvelles qui sont ultra fines et qui, celles-là, comme vous le voyez sur ce schéma, vont diffuser partout puisqu'elles vont aller dans le système vasculaire. C'est ça qui explique un peu tous ces accidents cardiovasculaires, infarctus, problèmes neurologiques qu'on voit avec la pollution. Et ça, je suis désolée, aujourd'hui, personne ne comptabilise, comme on l'a dit tout à l'heure avec Sonia, les particules ultra fines parce qu'elles sont tellement petites en poids, en masse, que même quand on comptabilise des 2,5, eh bien, on ne voit pas les 0,01 qui sont dedans. Donc, c'est très important d'arriver à comptabiliser ces ultrafines pour avoir une idée de la toxicité. Qu'est-ce que ça donne, ces particules, dans l'organisme? Plein de mécanismes par lesquels ça va donner des dégâts sur notre santé. Je ne vais bien sûr pas tous les détailler. Beaucoup ont été déjà dit aujourd'hui. Le stress oxydatif, notamment ce matin, l'inflammation en général, la génotoxicité, les perturbateurs endocriniens et la modulation du système immunitaire. Je vais juste un petit peu parler du microbiote quand même, parce que c'est quand même aussi un petit peu ma spécialité. Et donc, je vais en redire quelques mots, mais vraiment assez rapidement. Les facteurs constitutifs clés du microbiote, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà la découverte, et elle n'est pas si ancienne, que le microbiote pulmonaire, c'est pas, qu'il y a un microbiote pulmonaire, que le poumon n'est pas stérile. Comme l'a dit très bien mon prédécessrice, il y a un double flux, c'est-à-dire que vous avez des facteurs d'entrée et des facteurs d'élimination des différentes choses qui rentrent dans notre poumon. Les facteurs d'entrée, c'est principalement la cavité buccale. C'est aussi notre tractus digestif, notamment par les micro-inhalations. Quand on dort la nuit, on a un petit peu de notre liquide digestif qui vient dans nos poumons et qui le colonise. Et puis, c'est leur ambiant, on va le voir sur la diapositive d'après. Et puis, les facteurs qui s'en vont de notre poumon grâce à la toux, grâce à les ciliatures et grâce à l'immunité. Et puis, le poumon, eh bien, il est à l'origine de plein d'autres mécanismes qu'on ne va pas détailler. Et alors j'ai appris quelque chose grâce à cette présentation, et ça je suis très contente de l'avoir appris parce que je n'avais pas bien compris cette histoire-là. Eh bien c'est que finalement quand on regarde le microbiote pulmonaire, regardez juste un peu les couleurs, parce que le nom des bactéries, je vous l'accorde, il est très compliqué, et puis en fait il a changé déjà l'année dernière, donc on ne dit plus Firmicutes, mais on dit Bacteroidota, on dit plus, enfin bref, c'est compliqué de retenir tout ça. Mais regardez juste les couleurs, et vous allez voir un truc qui m'a bien intéressé, c'est que le microbiote digestif, eh ben, il ressemble beaucoup au microbiote pulmonaire. Comment c'est possible ça? Vous avez d'une part un tube digestif où il y a quand même beaucoup, il y a peu d'oxygène, et puis vous avez un poumon qui lui est ouvert sur l'extérieur, et en réalité, une grande partie de notre microbiote pulmonaire est constituée d'anaérobie. Et ça, c'est important. Donc, c'est des études notamment qui ont été faites par cette personne, mais aussi par une dame qui s'appelle Geneviève Arlot, qui est à l'INSERM à Paris, qui est un peu spécialiste de tout ça, et qui montre l'importance de ces Prevotella, Veillonella et Porphyromonas. Et donc, ces bactéries-là,
anaérobies. Elles sont en capacité de fermenter des mucines, donc de notre mucus pulmonaire, et de les transformer en acides gras à chaîne courte, qui sont des protecteurs anti-inflammatoires. Donc retenez ça, les anaérobies nous protègent. Parce que nous, médecins, on a toujours pensé que il fallait les tuer. Il fallait les tuer. Hein. Donc on est plutôt aujourd'hui sur des découvertes qui sont quand même tout à fait intéressantes. Et notamment, elles participent à cette défense immunitaire innée grâce à cette fabrication d'acétate et d'interféron gamma. Vous voyez, c'est un petit peu représenté là-dessus. Et bon, voilà, avoir ça à l'esprit. Alors comment ça se passe quand un polluant, ici, quel qu'il soit, hein, est inhalé par voie respiratoire. Donc il va arriver au niveau de cette coupe de notre épithélium bronchique, par exemple, et il va rencontrer notre épithélium respiratoire qui, normalement, comme vous le voyez, et on l'a dit tout à l'heure déjà, est bien resserré avec des cellules qui sont toutes les unes à côté des autres, avec une petite colonisation de bactéries, mais toute tranquille. Et finalement, les polluants, ils vont arriver à faire ça. Ils vont ouvrir les jonctions, ils vont enlever les bonnes bactéries, ils vont permettre aux autres qui n'avaient rien à faire là de rentrer, et donc il va y avoir vraiment une perturbation de notre microbiote, donc ce qu'on appelle une dysbiose, avec une perte des espèces protectrices anaérobies. Comment ça se passe maintenant entre la pollution et les bactéries et les virus? Eh bien en fait on a aussi montré que ces petites particules, les PM10, vous voyez ça c'est un cheveu. On connaît tous un peu cette diapositive, hein, mais c'est pour montrer que les PM10 sont toutes petites, que les PM2,5 sont encore plus petites, c'est les petits points rouges, et puis les PM0,01, elles ne sont même pas montrées là tellement elles sont petites. Mais tout ça pour dire que les polluants ont un diamètre de 2,5 à 10 microns et que les bactéries ont un diamètre à peu près identique et les virus encore plus petits. Eh bien, les bactéries et les virus arrivent à se mettre sur les particules fines et être transportés par ces particules pour arriver jusqu'en bas de notre système pulmonaire. Donc, elles sont un vecteur pour les agents pathogènes qui permet la pénétration très très en bas dans nos poumons. Et puis, vous savez tous, on l'a constaté au niveau de l'épidémie récente de la Covid qui s'est passée, on a quand même compris qu'il y avait cette pollution qui pouvait favoriser les pandémies virales, puisqu'il y a eu ces démonstrations très claires d'une corrélation entre pollution et le taux d'infection et la gravité de la maladie avec la mortalité, notamment en Italie, où dans la plaine du Pô, vous savez, c'est très très industriel, et bien 40% des cas italiens se situaient dans cet endroit-là, avec une mortalité très importante. Et ça a permis de décrire une entité que tout le monde peut-être vous connaissez dans le cadre du tube digestif, on parle du leaky gut. Bien là, on a décrit un leaky lung. Finalement, le leaky lung, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un épithélium pulmonaire qui est détruit, qui est enflammé par des composants toxiques, polluants, environnementaux, sur lesquels se sont greffés des virus, et qui donne une désagrégation de l'épithélium, avec un espèce d'édème qui se crée et qui est très caractéristique. Donc voilà, c'est des événements qui sont très importants. Je voulais aussi vous redire un mot de cette étude magnifique qui a été faite par Barbara Setspolsky, donc notre immunologiste au niveau du CHU, en 2022, je crois qu'elle l'a publié, et qui a permis de mettre en évidence comment le confinement nous avait permis de comprendre le rôle du NO2 dans notre défense immunitaire. Alors voilà ce qu'elle a fait, Barbara. Elle a pris un groupe pilote de soignants du CHU, puis elle a pris un groupe de citoyens qui habitaient un peu partout dans la ville de Nice. À l'occasion du confinement, elle s'est dit, l'occasion est trop belle, là il n'y a rien qui circule, pas d'avion, pas de voiture, on va aller faire un petit peu des dosages de gamma-interféron chez les différents soignants et citoyens, et on va doser le NO2. Et on va regarder un petit peu tout le reste. Et puis quand le confinement a été arrêté, en post-confinement, elle a redosé le gamma-interféron, et elle a dosé le NO2 qui, bien sûr, puisqu'on avait repris toutes nos activités comme avant, parce qu'on pensait quand même avant la Covid qu'on ne ferait pas après la même chose, mais finalement on a fait exactement la même chose, eh bien elle s'est rendue compte que le NO2 avait augmenté de 46%. Et elle s'est rendue compte que le gamma-interféron des soignants et des citoyens avait baissé de 48%. Or, notre gamma-interféron, c'est notre défenseur le plus important par rapport aux maladies virales et aux maladies respiratoires. Donc vous voyez que c'est quand même très intéressant de montrer comment on est soumis à cette pollution.
Elle a montré aussi que bien sûr il y avait un facteur IMC et quand elle faisait des mesures sur le côté aéroport, il y avait plus de différences et notamment plus de modifications au niveau du gamma interféron. Dernier élément que je voulais souligner avec vous et qui est assez récent aussi, c'est une publication chinoise de 2023 qui montre l'association entre les particules fines et la résistance bactérienne aux antibiotiques. Je vous ai dit tout à l'heure que les particules fines, elles pouvaient être véhiculées par les bactéries peuvent être véhiculées par les particules fines, mais elles peuvent aussi véhiculer les gènes de résistance. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une association claire entre les PM2,5 et la pollution de l'air. Ça, c'est très important parce que vous savez qu'en tant qu'infectiologue et en tant que citoyen sûrement, vous savez que la résistance bactérienne aux antibiotiques nous préoccupe beaucoup puisqu'il y a des modèles qui semblent dire qu'en 2050, il y aura tellement de résistance bactérienne aux antibiotiques, il y aura une mortalité, on estime, à 10 millions d'individus par an uniquement de la résistance bactérienne, c'est-à-dire des impasses thérapeutiques. Autant que des cas de cancer, ça fait finalement dans le monde. Donc c'est très important de comprendre comment tous les éléments peuvent participer à cette résistance. Et vous voyez qu'il y a des estimations qui disent que si on arrivait à baisser de 5 microgrammes par mètre cube et par an les PM2,5, on arriverait à réduire de 16% la résistance en 2050. Donc tout est lié finalement, c'est ce côté très holistique que moi j'aime beaucoup quand on apprend des choses sur l'exposome, c'est que tout est lié. Et on va voir peut-être comment on peut corréler ça au niveau de cette complexité et de ce parallélisme entre l'épithélium pulmonaire et l'épithélium intestinal. Donc c'est pour refaire un petit peu un état des lieux. Là vous avez un poumon sain, il va bien, il a un tout petit peu de colonisation bactérienne, il a des cellules bien serrées, vraiment tout va bien. Et l'épithélium digestif, peut-être comme cette personne elle n'est pas exposée non plus, pareil, il va bien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un état de pollution? Eh bien, l'épithélium respiratoire, il se désagrège, les cellules se séparent, communication des microbes, des polluants, des virus avec nos médiateurs pro-inflammatoires, activation des cellules humaines, création d'un état inflammatoire. Et en fait, c'est la même chose au niveau de l'épithélium intestinal. On a décrit maintenant dans cet axe intestin-poumon. Vous avez donc la pollution qui arrive, qui détruit les espèces bactériennes réactives à l'O2, donc les anaérobies, ce qui favorise la dysbiose, ce qui permet l'infection par les virus, ce qui permet l'inflammation, et donc ce cercle vicieux qui amène à cet état de maladie, quelle qu'elle soit, au niveau du poumon. Un tout petit focus sur les PUF, parce que les PUF, c'est quand même quelque chose qu'on doit étudier aujourd'hui. Et vous voyez que cet article, qui est aussi très récent, il nous montre comment un petit peu d'inhalation au PUF, donc aux particules ultra fines, arrive à modifier le microbiote intestinal. Donc on est vraiment sur « je respire et c'est mon microbiote intestinal qui ne va pas », qui a montré comment ça altérait la composition du microbiote, ça réduit la diversité bactérienne, ça endommage la barrière intestinale, ça induit une inflammation locale, ça modifie le métabolisme microbien. Vous voyez bien qu'on est vraiment dans quelque chose de très global par rapport à l'action de ces PUF, dont vous allez voir qu'elles sont particulièrement en lien avec une origine. Est-ce que vous savez d'où ça vient les PUF? Allez, au doigt levé, pour voir si vous suivez. Personne. Peut-être que tout à l'heure, vous allez le savoir. Alors. Donc, on m'avait posé la question, est-ce qu'antibiotiques, on a une idée sur quel est l'impact des antibiotiques sur le microbiote pulmonaire? Moi, je ne sais pas. J'essaie de regarder un peu la littérature. À part les antibiotiques anti-anaérobies, dont je vous ai dit qu'ils étaient éventuellement déstabilisants, je n'ai pas vu grand-chose sur les autres antibiotiques. On sait encore peu de choses. C'est difficile d'accès à un microbiote pulmonaire quand même. Il faut faire la fibro, faut se mettre dans des conditions difficiles. Il y a des difficultés techniques. On ne sait pas encore tout interpréter, comme on en discutait. C'est vrai que il y a plein de choses qu'on croyait être la vérité il y a quelques années, puis qui finalement sont fausses. On pourrait quand même peut-être tirer des leçons de ce qu'on sait des impacts des antibiotiques sur le microbiote intestinal, bien qu'il y a quand même beaucoup de différences. Moi, j'avoue que je suis une infectiologue particulière. Mon job préféré, c'est d'arrêter les antibiotiques. Bon, je suis d'accord avec Sylvie, de temps en temps, il faut les donner. Mais l'idée, c'est quand même d'arrêter cette image merveilleuse de l'antibiotique qui, bien sûr, a sauvé des vies. Mais comme tu l'as montré sur cette diapo de Bach, malheureusement, il y a peut-être des tas d'effets collatéraux qu'on n'a pas encore bien mesurés et qui sont catastrophiques, notamment sur les maladies chroniques. Donc il faut être très circonspect et vraiment les limiter au maximum.
Est-ce qu'on peut faire un peu de prévention? Alors la prévention, j'irai très vite sur celle qui agit sur le microbiote parce qu'on ne sait rien. Moi j'adore le concept des probiotiques, mais j'avoue qu'en dehors du concept, dans la vie de tous les jours, pour les prescrire, j'ai jamais trouvé de recommandations hyper claires et je ne sais pas très bien comment on peut faire. Mais en tout cas, bon, c'est sûrement une piste d'avenir intéressante. Moi, ce que j'aime bien quand même dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à l'équilibre de notre corps, à la restauration d'une protection globale de tous ces mécanismes merveilleux qu'on a en nous. Arrêter de tuer des pseudo-coupables, des bactéries par exemple, qui souvent font que se promener par là et pas toujours être responsables. Et vraiment, voilà, aller sur ce concept de restauration. Et peut-être s'il y a des médecins dans la salle, j'aimerais bien aussi arriver à faire passer le message de la déprescription. Parce qu'on a beaucoup de médicaments qu'on donne qui sont des médicaments, 24% de tous les médicaments qu'on prescrit agissent sur le microbiote intestinal. Ça peut être les anti-inflammatoires, ça peut être les neuroleptiques, ça peut être voilà, il y a plein, les IPP bien sûr, hein, il y a plein de choses qui agissent sur le microbiote, donc pitié, stop aux médicaments. Un tout petit mot sur les antibiotiques quand même, puisqu'il y a des scoops hein, qui viennent de sortir. Il y a notamment cette recommandation du groupe Spilf Ginger, donc c'est-à-dire chez les personnes âgées, qui a montré finalement qu'on pouvait très bien traiter une pneumopathie d'inhalation sans flagile. Hein, c'est pas bien ça, parce qu'on a toujours eu le réflexe de donner des anti-anaérobies, et donc ce qu'ils nous proposent de faire, en première intention quand même, surtout si on peut le donner per os, on reste sur l'augmentin, mais vous voyez qu'en deuxième intention, si on fait de l'intraveineux, ou de l'intramusculaire, eh bien on peut se passer d'anti-anaérobie. Donc ça c'est vraiment un scoop, je pense que c'est important qu'on le garde à l'esprit. Il est recommandé de ne pas associer le métronidazole à l'antibiothérapie de référence. Donc gardez un petit peu ça à l'esprit. Et puis il y a une autre recommandation sur les pneumopathies ambulatoires qui est vraiment de resserrer le spectre à des molécules simples, hein, comme l'amoxicilline. Donc on a oublié l'âge, hein, parce qu'on peut être des personnes de plus de 65 ans en super forme, il y en a plein dans la salle, donc je ne vais pas citer le nom. Mais en tout cas, on pourra, si on n'a pas de comorbidité, recevoir de l'amoxicilline sans obligatoirement, puisqu'avant c'était un peu le couperet fatidique, recevoir de l'augmentin. À mon avis, il faut vraiment au contraire se mettre dans l'esprit que plus on évite de traiter les anaérobies, mieux le patient se portera. Donc je vais passer assez vite là-dessus. Il y a quelque chose d'autre qui est très important aussi pour réduire les antibiotiques, c'est les durées. Et là aussi, il y a eu des études très récentes qui ont permis de dire que quand vous avez un patient qui a une pneumopathie ambulatoire, hein, mais qui va bien à J3, eh bien vous pouvez arrêter le traitement à J3. Hein, ça fait bizarre hein, de dire qu'une pneumopathie, on peut arrêter le traitement à J3. Donc ça, c'est des études d'Aurélien Dine qui ont été publiées et qui fonctionnent, bien sûr, sauf si vous avez des patients qui sont très immunodéprimés, vous ne le faites pas. Hein. Mais si vous avez quelqu'un qui a une bonne santé, vous avez le droit de le faire. Et sinon, c'est J3, J5 et au maximum J7 et pas dépasser cette durée. Pas pour finir, mais pour dire un petit mot d'une prévention qui peut paraître un peu utopique, on va dire, est-ce qu'on peut faire de la prévention sur les facteurs qui agissent sur la pollution? Donc on a dit que non tout à l'heure, il y avait des gens qui ont dit que ce n'était pas possible. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je voudrais vous montrer cette publication là aussi de Santé publique France de janvier 2025 qui a montré des cartes de la pollution, toujours sur les deux mêmes polluants, hein, c'est toujours NO2 et PM2,5. Et vous voyez qu'en France, regardez un peu la carte de France, ben vous avez la région du Nord, hein, vous avez un peu les industries, et tout ça, Paris, mais après c'est quoi? C'est PACA. Hein. PACA est donc une zone très polluée. Il faut le savoir et le répéter. Et quand on est sur notre région PACA, on voit bien que les PM2,5 dont la norme OMS c'est 5 microgrammes, nous on est en rouge, c'est-à-dire 3 fois plus. Et sur les NO2, la norme c'est 10, nous on est en rouge, c'est-à-dire 3 fois plus. Donc c'est bien effectivement de continuer à dire qu'on fait mieux, peut-être, sûrement un petit peu, mais il y a encore une marge de progrès qui est considérable. Alors à Nice c'est quoi? Parce que c'est bien de parler de la pollution, mais on n'a pas du tout la même pollution à Nice que dans la France. Ça il faut le savoir aussi. En France on a une pollution, alors je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est un petit peu difficile, mais si on regarde le côté France, en industrie, à Nice, on a beaucoup moins d'industrie à Nice. Le tertiaire en France, c'est moins. À Nice, on a beaucoup de tertiaire. L'agriculture en France, moyen. Enfin, si, il y a des endroits où c'est bon. La Nice, zéro, hein, parce qu'on n'est pas du tout une région agricole. Les transports en France,
et à Nice. Donc je ne vous fais pas un dessin, vous voyez que notre cause numéro 1 de pollution à Nice, c'est les transports. Donc on est un petit peu différent de la France par rapport à ça. Ce sont des données cigales et atmosphère. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un peu la même chose. Là c'est par polluant, vous pourrez regarder éventuellement si ça vous intéresse, mais vous voyez que Nice, c'est vraiment dans les transports, on est les champions. Quel transport ? Eh bien finalement c'est intéressant de comprendre qu'il y a un transport dont on n'a jamais parlé depuis le début de la journée, alors qu'on est dans une région très particulière puisque nous avons un aéroport urbain. C'est peut-être la seule ville de France. Et donc c'est important de voir sur ces diapositives que bien sûr le NO2 c'est avant tout le transport routier, mais vous voyez tout de suite en orange c'est le transport urbain, de même c'est le transport, c'est l'aéroport, de même pour les transports, les émissions de SO2. Donc ça c'est des données qui sont particulières à notre région et sur lesquelles je trouve qu'on ne parle pas suffisamment. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une action plus concrète et plus locale qui soit celle de nous protéger, nous, Niçois, enfin j'espère qu'il y a pas mal de Niçois dans la salle, peut-être des gens qui viennent d'ailleurs, eh bien c'est peut-être s'intéresser un petit peu, non pas au colibrisme, c'est bien d'être tout seul ou pas tout seul dans la voiture, c'est super, mais je pense que les politiques publiques sont aussi très importantes dans cette histoire. Et notamment, ce qui s'est passé récemment à Nice, c'est l'extension du terminal 2 de l'aéroport. Peut-être que vous êtes au courant. Qu'est-ce que c'est que l'extension de l'aéroport? C'est plus 28 000 vols à l'horizon 2034, c'est plus 150 tonnes de polluants en 2034, c'est un impact majeur des PUF, parce que c'est ça la question que je voulais que vous répondiez tout à l'heure en levant le doigt. Ce qui est particulier aux aéroports, c'est les PUF. En fait, les PUF, c'est vraiment des polluants spécifiques à l'aviation. Il y en a un petit peu par ailleurs, mais aussi les COV. Il y a plus de bruit, ce qui est un facteur sanitaire majeur. Donc, comme je vous l'ai dit, on a l'aéroport urbain. Il y a eu une étude d'impact, mais on n'a jamais réussi à la discuter avec ceux qui l'avaient faite. Mais moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il que ni le CHU, ni Respirera, ni l'ARS n'aient été sollicités pour demander au moins une étude des impacts sanitaires par rapport à cette étude? Donc, je vous laisse réfléchir à la réponse. Voilà les take-home messages. Donc c'est un sujet majeur, impacts globaux, des enjeux prioritaires, beaucoup d'inconnus, il ne faut quand même pas penser qu'on sait tout, clairement on ne sait pas tout. PACA c'est une zone particulièrement à risque et encore on n'a pas parlé de l'ozone parce qu'il y a aussi ce problème de l'ozone qui est très important chez nous. Vous avez vu les liens entre microbiote pulmonaire, microbiote intestinal, c'est passionnant et sûrement ça va déboucher sur des choses très intéressantes. Je voudrais aussi un petit peu qu'on se batte la coulpe, nous tous les médecins qui sommes dans la salle, parce que je crois qu'on est un peu coupable de ne pas nous intéresser à l'environnement de nos patients. Quand vous avez un patient dans votre cabinet, qui pose la question, à part qu'est-ce que vous fumez, monsieur ou madame? Est-ce qu'on leur demande où est-ce que vous habitez? Sous la voie rapide? Est-ce que vous habitez à côté de l'incinérateur? Personne ne pose ce genre de questions. Et donc je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on mette en place ce qui se passe à la fac, c'est-à-dire un enseignement de médecine environnementale qui a commencé depuis 2023, des consultations spécifiques pour toutes les maladies chroniques, consultations environnementales pour toutes les maladies chroniques. Un diabétique, on doit lui demander s'il habite à côté de la voie rapide, puisqu'on a vu que la pollution était en lien avec les diabètes. Donc ici, en fait, on essaie de monter un projet un petit peu transversal qui s'appelle le projet Exposome Expo Click, qu'on essaiera de présenter bientôt, qui est une espèce de questionnaire un peu environnemental, de sensibilisation pédagogique, pour que les gens soient un petit peu concernés par tout ça. Donc médecins, essayons d'être un petit peu plus affûtés. L'idée, c'est de faire une médecine écologique et préventive. Dans les vaccinations, on ne fait pas assez. L'antibiothérapie, on a dit, spectre 3. Quid des prophylaxies, qu'on donne beaucoup. Et puis, un petit peu pour revenir à ce que nous a dit Raphaël ce matin, moi je crois que la prévention, en fait, elle doit être universelle. On ne fait pas forcément une prévention pour une maladie ou pour une autre, c'est la même pour tout le monde. Donc tant qu'à faire, mangeons tous bien, faisons tous de l'activité physique et évitons les polluants. Ça marchera pour les cancers, les BPCO, le diabète, l'obésité, pour tout. Et l'impact majeur des décisions politiques qui nous amène à réfléchir un petit peu à notre dissonance cognitive permanente, c'est-à-dire qu'on nous dit wow, c'est génial, des lignes Dubaï, Nice qui s'ouvrent, c'est merveilleux, et à côté on nous dit attention à la pollution de l'air. Voilà, je vous remercie.